Salut les amis, vous savez que la cuisine c'est pas dissociable de la nutrition et que la nutrition c'est pas dissociable de la cuisine. Donc je me suis tué dans Savoir Maigrir avec mon équipe pour vous faire plein de recettes super bonnes, super agréables. Et donc je voudrais qu'on en parle avec un spécialiste. Aujourd'hui, spécial pour vous, je vous fais une vidéo avec un grand spécialiste de la cuisine sur YouTube qui s'appelle Hervé Cuisine. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne vous raconte jamais de salade, où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates, même si on va s'en servir de temps en temps. Aujourd'hui, on va s'axer un peu sur les herbes et les épices. Allez, on est parti. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un live un peu spécial aujourd'hui, ce matin, donc 2 lives dans la journée. À 11h30 tout de suite, on va être rejoint par le Dr Cohen et on fait un live spécial questions nutrition. Voilà, aujourd'hui on se pose plein de questions et notamment à la sortie du confinement. La thématique aujourd'hui c'est plus autour des épices et des herbes aromatiques. Donc je vais prendre le Dr Jean-Michel Cohen tout de suite et puis on va pouvoir discuter nutrition avec lui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. J'en ai déjà noté pas mal que vous m'avez envoyé en amont. Donc j'ai hâte de pouvoir voilà tout ça. Bonjour. Salut Hervé, ravi de faire ce live avec toi. Merci, correctement, c'est sympa, merci beaucoup. Ça va bien? Ouais, écoute, ça va bien. On est à 3 jours d'un faux déconfinement pour moi, hein, parce que j'ai quand même eu plein d'activités pendant cette période. Mais l'idée de retrouver les gens, de pouvoir rebavarder, de pas le faire seulement en live comme ça me fait quand même, ça me chauffe bien l'esprit. Ah ouais, passer du virtuel au réel, ça va être quelque chose, effectivement, j'ai hâte aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc je suis très content de vous avoir aujourd'hui sur le live parce qu'en fait, il y a pas mal de questions qui m'ont été posées en amont. On a essayé de centrer ce live sur le côté nutritionnel des plantes, herbes aromatiques et épices. Après, voilà, s'il y a d'autres questions, pas de souci. Et surtout, comment on peut aujourd'hui réintégrer les plantes aromatiques, les épices dans notre nutrition, que ce soit par exemple dans des sauces, des accompagnements, des vinaigrettes, pour notamment, ça peut être réduire le sel, réduire la matière grasse, utiliser des effets coupe-fin peut-être pour certaines. Voilà, c'est un peu tous ces sujets que j'aimerais bien qu'on aborde aujourd'hui, si c'est possible. Si tu veux, avant d'avoir des médicaments, de toute façon, la première des choses qu'on a utilisées, ça a été les plantes, les herbes et les épices pour soigner les gens. Ça a été vraiment la première chose. Donc, on utilisait la vanille pour apaiser les gens, la camomille aussi pour les apaiser. On utilisait le piment comme antiseptique dans les pays du Sud. Donc, il y avait un intérêt, entre guillemets, médicinal, mais il n'était pas si fort que ça parce que chaque fois qu'on parle de ces produits, il faut rapporter à la quantité. Ces derniers temps, on avait, par exemple, on a beaucoup parlé de la graine de chia, des graines de lin, des bétunes, etc. Mais en fait, quand tu regardes l'intérêt médical du produit, il faudrait en manger des tonnes pour y arriver. Par contre, ce que tu dis à l'instant, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous, dans la cuisine française, finalement, on n'a pas autant d'utilisation d'épices. Quand tu regardes les cuisines qui séduisent les Français, Italie, Espagne et Maghreb, en fait, c'est blindé d'épices et d'herbes. Et nous, on continue à faire nos sauces avec de la crème, avec du beurre, avec de l'huile. Et c'est une façon de réduire les apports caloriques, d'utiliser les herbes et les épices, notamment, tu le disais, pour les sauces. Ouais, exactement. Je regarde, alors effectivement, moi j'adore la cuisine indienne et tout, et c'est vrai que ce sont que des mélanges d'épices. C'est la base, tu commences ton plat avec ça en fait, à faire revenir tes épices, et après tu ajoutes les ingrédients, et ça donne tellement de goût. Là pendant le confinement, j'en ai fait pas mal, des petits currys et tout, avec, moi j'ai souvent les herbes que j'utilise, c'est le cumin, le curcuma, l'ail, évidemment, tout ce qui est échalote, oignon. Alors l'ail, je t'arrête une seconde, parce que pendant toute cette période de maladie et de confinement, on n'a pas arrêté de me demander les médicaments qui boostaient l'immunité. Et j'ai régulièrement parlé de 2 d'entre eux qui étaient les champignons et l'ail. Et dans l'ail, j'avais expliqué qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits en Corée sur des gens qui avaient de la grippe. En fait, quand on leur donnait 30 grammes d'ail par jour, peut-être c'est une grosse quantité, tu vas me dire, eh bien, quand ils avaient la grippe, les symptômes de la grippe étaient beaucoup moins forts chez ceux qui prenaient de l'ail. Voilà, mais ça, je dirais qu'à la limite, ça, on l'utilise en France. Mais là, tu viens de parler du curry. Les Français ils viennent de découvrir le lait de coco. Et quand on fait ce mélange lait de coco curry, ça donne une teinte particulière au repas. Et la faim, c'est pas que la faim de l'estomac. La faim, c'est aussi ce que j'appelle le rassasiement psychologique. Tu vois, quand j'ai vu par exemple ton gâteau, le gâteau que tu vas nous faire aujourd'hui. Bon, mais si tu veux, quand je mange une part de gâteau comme ça, quelque part, j'ai pris tellement de plaisir que la satiété, elle n'est pas la même.
Et ça, les gens, ils oublient que la satiété, c'est pas seulement être rempli, c'est aussi avoir une satisfaction psychologique de ce qu'on a mangé. Exactement. Et si possible, de l'avoir fait maison. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte. Pendant le confinement, j'ai essayé de faire des choses que j'avais pas trop le temps de faire d'habitude. Alors faire un pain multigrain maison, par exemple, ce genre de choses, eh ben, ça donne une certaine satisfaction. Et quand tu le manges, c'est vraiment différent, quoi. Vraiment. Alors, je rebondis sur le pain multigrain. Il y a plein de gens aujourd'hui qui s'achètent des compléments alimentaires, tu vois, style les oméga 3. En fait, quand tu fais un pain multigrain, tu utilises la graine. Une graine, c'est quoi? Je te donne un exemple. La graine de tournesol, elle sert à faire de l'huile de tournesol. Donc, les graines, en fait, c'est des contenus en huile végétale. Donc, quand tu fais un pain aux céréales et que tu as mis une dose de céréales suffisante, ben, en fait, ça fait des apports en oméga 3. Et les gens, ils vont aller consciencieusement manger des huiles d'oméga 3 qui payent à prix d'or, alors que ton pain, il va être bon, il va être fait maison et il va contenir ce qu'il fallait pour ta santé. C'est vrai. C'est vrai. Et en parlant des graines, est-ce que, voilà, on nous dit souvent, docteur, il faut moudre les graines avant de les ingérer, sinon elles ne font que transiter. Est-ce que… C'est pas complètement faux. En fait, une graine, c'est quoi? C'est un contenu avec à l'extérieur une paroi qui est une paroi résiduelle. Ça veut dire que, en fait, c'est des fibres et on donne les fibres aux gens pour améliorer le microbiote parce que ça putréfie dans l'intestin. Mais la plupart des fibres, elles sont pas digestibles. Ça veut dire qu'elles vont effectivement passer dans l'intestin. Alors, c'est vrai que si tu écrases un peu les graines, non seulement tu vas récupérer beaucoup plus les arômes, mais en plus, tu vas éviter justement cet effet de malabsorption qui pourra en résulter. Donc, c'est malin. Et c'est pas très compliqué. Tu peux le faire, je pense, avec le pain aux céréales. Ouais, j'ai un bocal à la cuisine avec des graines dedans. J'achète des paquets de graines pour pain, pour salade, avec graines de lin, il y a de tout dedans, tournesol, lin, voilà. Et je mets dans mes gâteaux, tout ça. Mais c'est vrai que j'essaye de les mixer avant un petit coup pour. J'ai l'impression que ça fait sortir les fibres un peu plus, quoi. Je sais pas. Voilà. Non, mais tu as raison, tu vas extraire en fait, au milieu de la graine, on appelle ça l'amande, un peu comme pour le blé. Et c'est l'amande qui contient les propriétés nutritionnelles. Alors, il y en a un peu autour de la fibre, mais l'amande, c'est elle qui contient la quintessence de ce qu'on peut espérer obtenir avec ces graines. Donc, c'est plutôt extrêmement malin de les écraser juste avant. D'ailleurs, au goût, ça va exalter, à mon avis, beaucoup plus de goût. Et ça, c'est ton système à toi. Alors, pour le goût, justement, avec tout ce qui est graines, on torréfie un petit peu à sec en général pour le goût. Est-ce que ça a une incidence sur le côté… Est-ce que le fait de chauffer la graine, par exemple, ça peut avoir un impact sur ses propriétés ? On n'attend pas beaucoup. Quand on chauffe un aliment, d'abord on le purifie. Ça veut dire, j'en ai beaucoup parlé dans un dernier livre où j'ai expliqué, c'est incroyable, ce livre est sorti au mois de février, ou au mois de décembre. Et en fait, 3 mois plus tard, on avait l'affaire du Covid. Et j'expliquais que le premier risque alimentaire, c'était pas tellement les pesticides, contrairement à ce qu'on dit, c'était le risque infectieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français ne se sont pas rendus compte qu'on a éliminé la listériose, la brucellose, Escherichia, des tas de bactéries comme ça. Et peu de temps après, on se rend compte que l'infection, finalement, elle est capable de détruire l'humanité. Et ben, c'est la même chose. Ça veut dire que les nutriments, quand tu écrases les graines, ce que tu vas perdre, c'est un peu de vitamines quand tu les chauffes. Mais par contre, tu vas rendre le produit beaucoup plus sain. Mais les vitamines, elles vont chauffer. Mais on n'attend pas de vitamines de ces graines. Les seules vitamines qu'elles vont apporter, ça va être de la vitamine D. Et la vitamine B, il y en a quasiment partout. Donc, c'est pas l'apport en vitamines qui est intéressant. Ça va être le reste que tu disais. C'est-à-dire un peu de zinc, un peu de sélénium, des oméga 3. Donc, ça ne gênera pas de les chauffer. D'accord. Et alors, si encore une question sur les graines. Donc là, je vois beaucoup de questions autour de la graine de nigel. Je suis même pas sûr d'en avoir déjà utilisé dans ma vie, des graines de nigel. Tu les connais bien Je connais de nom, je n'ai jamais utilisé non plus. Mais tu vois, ça fait partie des produits. Chaque année, on a le droit à 1 ou 2 produits exotiques qui vont arriver. Chacun d'entre eux peut avoir un petit intérêt nutritionnel. Celui qui m'a fait le plus rigoler récemment, c'est la poudre de baobab. Alors, la poudre de baobab, les mecs… J'ai vu ça. À part l'aspect physico-sexuel, j'ai pas très bien compris l'intérêt, il n'y a rien dedans. Mais bon, on a besoin de ça, ça nous régénère. Bon, c'est la même chose pour la graine de nigel, ça fait partie d'un produit qui aura peut-être un petit avantage nutritionnel. Maintenant, on ne peut pas parler que nutrition, je veux dire, on peut parler goût aussi. Ça veut dire que si ça apporte quelque chose en termes de goût, écoutez, ça va amener la même chose que les graines, faites du plaisir, et puis voilà. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Alors, une petite question. J'aimerais bien qu'on prenne 2 minutes pour parler du sucre et de tous les substituts naturels ou pas qu'on a sur le marché de sucre. Parce qu'on trouve du sucre de tout aujourd'hui, dattes, coco, enfin voilà, il y a 10 millions de sucres.
tout ce qui est érythriol aussi, je crois que c'est dérivé du maïs. Donc ça, c'est des... Érythrol. C'est un sucre-alcool. Sucre-alcool. En gros, aujourd'hui, alors il y a des personnes qui peuvent vraiment pas prendre de sucre, donc elles cherchent des substituts. Et il y en a, bah, comme moi, je peux manger du sucre. Par contre, c'est vrai que je prends plus de sucre raffiné et j'essaye de prendre du musco d'avo, des sucres un peu plus bruts, on va dire, quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres? Alors, il y a plein de choses à te dire là-dessus. Alors, premièrement, au niveau ce qu'on appelle les édulcorants intenses non nutritifs, c'est des produits qui vont donner un goût sucré et qui n'apportent pas de calories. Alors, typiquement, il y en a 3 qui sont en exergue aujourd'hui. Il y a l'aspartame, il a quasiment disparu à part dans les sodas. Il y a le sucralose, c'est la marque qu'utilise désormais Canderel pour faire les sucres en poudre et les sucres en pastilles. Et en fait, il a un pouvoir sucrant qui est presque aussi plus fort que celui de l'aspartame, mais surtout il a l'avantage de se cuire. Donc c'est vachement intéressant pour les gens qui mangent sans sucre. Nous, on a fait récemment un riz au lait et on a mis avec mon épouse, plutôt mon épouse a mis dans le riz au lait, elle a mis du Canderel, c'est-à-dire du sucralose, ça donne un goût très très sucré. Et si on veut même accentuer ce goût sucré, on rajoute un peu de sucre parce que le mélange sucre plus sucralose, ça amplifie comme de folie le goût du sucre. Et le troisième, eh bien, c'est le stevia. Alors, la légende du stevia veut que ça soit un sucre, un faux sucre naturel. C'est faux. La feuille de stevia, elle trompe les gens. Il y a une opération chimique qui vise à enlever de cette feuille ce qu'on appelle le riboside A. Les 3 peuvent présenter un risque, mais à condition de manger des doses qu'on n'atteint jamais. Donc, les 3 sont relativement safe. Il n'y a pas beaucoup de soucis. Le seul truc qu'on a sur l'aspartame, c'est que ça pourrait peut-être augmenter l'appétence assez curieusement vers les produits gras. Après, je suis comme toi frappé par l'apparition des sucres de bouleau, des sucres de coco, du sirop d'agave, du sirop d'érable. Et les gens font une confusion parce qu'ils pensent que c'est pas du sucre. En réalité, c'est un sirop de sucre. C'est-à-dire qu'il est légèrement dilué dans de l'eau, mais c'est exactement la même chose que le sucre. Le sucre de coco, il va être utilisé, on va presser la noix de coco, on va retirer le sucre de la noix de coco, c'est de la chimie, et on va avoir un produit sucré. L'agave, on va prendre du cactus, et l'érable, on va prendre de l'érable pour faire un sucre. Mais c'est de l'eau sucrée. Et quand tu regardes les valeurs caloriques, certes, le sucre, c'est 400 calories pour 100 grammes, mais tu vas aller de 300 à 320 calories, mais sauf pour les autres, mais sauf que tu en mets plus pour avoir le goût sucré. Et souvent, dans ces sucres, on trouve du fructose. Et le fructose, il a une particularité, c'est qu'il se transforme plus vite en graisse que le simple glucose. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément très intéressant. Après, toujours pareil, on peut en prendre, c'est affaire de goût. C'est vrai que moi, je préfère manger des pancakes avec du sirop d'érable qu'avec du sirop d'agave et qu'avec du miel et qu'avec du sucre. Voilà, ça, c'est affaire de goût. Et la dernière chose pour le sucre, c'est que oui, c'est vrai qu'on a besoin de faire une réduction du sucre. Ça amplifie plein de maladies, pas seulement le diabète. On s'est rendu compte que, par exemple, il y avait une relation entre le cancer du sein et la surconsommation de sucre. Donc, il faut faire vraiment attention à la consommation de sucre. On dit 5 à 10%. Bon, l'OMS est un peu dur, je dirais 10%. C'est grosso modo 50 grammes pour les femmes et 60 grammes pour les hommes, en sucre rapide, hein, j'entends. Ouais. D'accord. Bon, je crois que le secret finalement, c'est d'essayer d'éduquer son palais et de désucrer un petit peu, surtout. Ouais, parce que, si tu veux, je sais pas, parce que quand tu fais un gâteau, moi, on parle toujours des gâteaux diététiques, etc. Franchement, j'ai goûté des gâteaux pour diabétiques. Ouais. C'est pas au taquet, quoi, tu vois. Donc, il faut se dire que quand on prend un gâteau, c'est une friandise. Je prends une part de tarte. D'ailleurs, la tarte, c'est pas le meilleur exemple, mais hier, on a fait un gâteau au yaourt et à la pomme. En cuisine, hein, en ce moment, on est chaud sur la cuisine. C'était intelligent parce que c'était la base d'un gâteau au yaourt dans lequel on avait rajouté des pommes, donc on a diminué la valeur en poids du gâteau au yaourt et on a augmenté les pommes et en plus, c'était bon. La pomme, elle a légèrement caramélisé pendant la cuisson, donc elle a lâché un peu tout, c'était vachement bon. Ouais. Se servir du sucre présent dans les fruits, même dans les légumes. Moi, j'utilise beaucoup la patate douce, par exemple, dans mes pâtisseries, même le potimarron et tout, que je fais cuire au four 1 heure et ça fait sortir un peu comme du caramel. Et ensuite, ça, tu mixes et tu t'en sers comme base. Donc, ça permet de réduire un peu le beurre. Le sucre, il est là naturellement et tout. Mais moi, c'est vrai que quand même, ça fait 13 ans que je fais des recettes sur Internet. À la base, je suivais méthodiquement des recettes ultra classiques et ça m'arrivait de mettre 300-400 grammes de sucre dans un gâteau, quoi. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est... Hier, j'ai filmé la recette, j'ai regardé sur YouTube la fameuse recette du Queen Yaman de Douarnenez. Ah ouais. Waouh! Les mecs, waouh!
Alors, le gars, c'est la recette des crêpes à la bière de Raymond Olivier. Alors, et que je te rajoute de rhum, et que je te rajoute de la bière, etc. Mais le gâteau, quoi, c'est une blinde. Ceci dit, j'adore. J'ai été une fois faire une conférence. Ouais, c'est bon. J'ai été faire une conférence à Saint-Brieuc une fois. Donc, j'entre dans la boulangerie, la fille me reconnaît, elle me dit « Oh, il faut absolument que vous goûtiez nos mini kouign-amann ». Alors, je suis content, j'adore ça. Donc, je le prends. Je te jure, quand j'ai pressé le kouign-amann, le beurre, il a coulé. Ah ouais, c'est ça. Alors, j'ai mangé le kouign-amann, je l'ai gardé, mais toute l'après-midi. Donc, c'est vraiment des gâteaux hyper caloriques, il faut en prendre une toute petite part, quoi. Ouais, voilà. Et de temps en temps, c'est bien. Et de temps en temps. Bon, parfait. Alors, par rapport aux problématiques qui sont ressorties le plus dans les questions, j'avais des questions sur quelles sont les herbes et les épices à favoriser pour les problèmes suivants. La digestion / ballonnement. Voilà. La minceur, entre guillemets. Et puis, une question plus large sur la réduction du sel. Qu'est-ce que je peux utiliser comme épice pour réduire le sel? Alors, si tu veux, par rapport déjà à la digestion et au ballonnement, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme herbe aromatique ou épice qui aide après repas, par exemple, quoi? Le cerfeuil, le basilic. Ok. Le cerfeuil, le basilic et la ciboulette, c'est excellent pour la digestion. Voilà. D'accord. Pour la deuxième question, c'était sur les ballonnements. Ouais. Les ballonnements, en fait, c'est le persil. Et alors, c'est pas une herbe, mais en fait, j'aime beaucoup qu'on utilise le caroube. Je sais pas si tu le fais de temps en temps. Le caroube, en fait, c'est de la poudre de caroube. Ouais. Quand on les mange à l'alimentation, ça augmente le ballast intestinal. Donc, le ballast, c'est-à-dire ça augmente le volume des aliments dans l'intestin. Donc, c'est relativement absorbant au niveau des gaz. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et le piment. Pourquoi le piment? Parce que le piment, il a un côté antiseptique. Donc, comme de temps en temps, les ballonnements, c'est lié à une production de gaz par l'intestin et des fois, c'est d'origine bactérienne, même sans être malade, le piment, c'est vachement intéressant. Maintenant, pour la réduction en sel, alors faites attention parce qu'il y a en vente en supermarché maintenant des sels aromatisés aux herbes et on dit que ça permet de réduire le sel. C'est pas exact parce qu'on en rajoute beaucoup plus. En fait, quand on fait des tapis d'herbes, c'est-à-dire quand on prend ce que tu disais tout à l'heure, on va prendre les herbes, le persil, le cerfeuil, la ciboulette, le thym, etc. Le thym, pardon, je l'ai oublié pour les troubles digestifs. Eh bien, quand tu fais un tapis d'herbes, ça peut permettre de remplacer un assaisonnement de sel. Voilà, donc on fait un tapis d'herbes, par exemple, sur un poisson. Au lieu de saler, le poisson, c'est déjà salé. Donc, on va faire un tapis d'herbes au moment de la cuisson ou en fin de cuisson pour que les herbes gardent tout leur pouvoir, pour éviter de les abîmer, ou en milieu de cuisson. Et dans les sauces, c'est la même chose. Quand on mélange un jus de citron avec des herbes, il ne faut pas oublier les herbes. En fait, très peu de gens savent que les premiers oméga 3 qu'on a trouvés, c'était dans les herbes et dans les plantes. Hein. Ça veut dire les poissons qui contiennent beaucoup d'oméga 3, en fait, ils en contiennent parce qu'ils consomment du plancton. Et le plancton leur amène les oméga 3. Donc, les herbes vont amener un peu de matière grasse, elles vont exalter l'aspect. Quand tu fais un tapis d'herbes pour préparer une sauce, c'est ce que tu fais, je crois que j'ai vu des vinaigrettes aux herbes chez toi, et bien à ce moment-là, ça va donner du goût et ça permet de remplacer le goût du sel. Le sel, il est là pour exhauster les goûts. Donc, si on a un système pour exhauster le goût autre que le sel, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Bon, c'est super ça. Et alors, est-ce qu'on a des... alors, par exemple, le piment, moi, par exemple, j'ai toujours entendu dire que pour tout ce qui était reflux gastrique, brûlure d'intestin et tout, c'était pas bon. C'est vrai. C'est vrai, à partir du moment, c'est légèrement irritant. Donc, alors, c'est pas aussi irritant que des produits comme le café. Pourquoi? Parce que le café, il va stimuler. En fait, les maux d'estomac, c'est lié au fait que le nerf est excité. Et comme le nerf est excité, il stimule la cellule. Et la cellule de l'estomac, elle sécrète de l'acide chlorhydrique. C'est pour ça que les gens ont mal à l'estomac. Alors, c'est pas la propriété particulière du piment. Mais le piment peut être un petit peu excitant pour le nerf, mais beaucoup moins que le café. Donc, c'est limite. C'est vrai que c'est un peu excitant, mais c'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. Les gens qui ont des brûlures d'estomac, ils peuvent quand même prendre du piment. Alors, bien sûr, moi j'ai un copain, le chroniqueur, Guy Carlier, il se tape un peu d'harissa par jour. Ça va pas. Mais quand t'en prends un peu, ça marche très bien. Alors, c'est bien. Et tout justement, pour tout ce qui est reflux gastrique et tout, on peut prendre, on me dit souvent du bicarbonate, ce genre de choses. Alors, je sais pas trop. Le bicarbonate, c'est impeccable. Pourquoi? Parce que quand tu sécrètes de l'acide chlorhydrique, pour ceux qui ont fait un peu de chimie parmi nos spectateurs, quand tu fais de l'acide chlorhydrique avec du bicarbonate, ça va se transformer
ça va anesthésier l'acide chlorhydrique, puisque l'acide chlorhydrique va se combiner avec le bicarbonate et ça va dégager un peu de gaz carbonique que tu vas expirer. Donc oui, ça marche le bicarbonate. Et c'est pour ça que je répète sur le caroube. Le caroube, en étant un épaississant, c'est un truc qu'on peut trouver dans les boutiques biologiques ou bien dans les supermarchés maintenant. Comme c'est un épaississant, ça va ralentir le transit de l'intestin et de l'estomac. Et donc, ça va l'épaissir. Donc, la sécrétion, elle va être mieux absorbée par le bol intestinal, par le bol gastrique. Ok. Et le dosage, si je vois qu'il y a des personnes qui comptent essayer le caroube, moi aussi d'ailleurs, en termes de dosage, ça se… Pas beaucoup. C'est une cuillère à café par repas, ça suffit. C'est un épaississant. Donc, voilà, c'est le même principe, toujours le même principe. Si tu veux, ça donne de l'épaississement. C'est un peu ce que les gens utilisaient dans les régimes pour le Conjax. Ça veut dire qu'en fait, c'est une fibre qui, au contact de l'eau, va se dilater et donc elle va occuper de la place. Mais ça ne dure pas longtemps. Tandis que le caroube, comme c'est une poudre, ça va mieux marcher. D'accord. Ok. Bon, ça c'est noté. Alors, Jean-Michel, j'ai devant moi les ingrédients pour réaliser une de tes recettes de vinaigrette aux agrumes. Voilà, j'ai acheté ce qu'il faut. Regarde, c'est juste ici. Vas-y. Voilà. Donc j'ai un pamplemousse, un citron, une orange, un yaourt 0%, un peu de moutarde. Je crois que c'est sel, poivre et une échalote, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, bravo. Ok, je la fais, tu me guides. Donc simplement, je vais prélever les jus. Tu presses les agrumes, ouais. Ça s'émulsionne un petit peu, c'est ça? Pardon? Ça s'émulsionne, oui, ça va s'émulsionner surtout quand tu vas rajouter le produit laitier. Oh, ça c'est beau, ça fait du bien. Voilà, les fruits, j'adore. Beau produit. C'est belle couleur là. Donc, c'est sympa cette vinaigrette aux agrumes. Moi, j'imagine bien l'utiliser là, avec l'arrivée des beaux jours, sur des salades, sur des petits bols complets, un repas là, avec une base céréales, des légumes, des crudités et tout. Alors, le pamplemousse. Alors, tu vois, Hervé, dans les régimes, j'ai conseillé à beaucoup de gens d'acheter une vinaigrette en supermarché qui s'appelle la vinaigrette d'Orante. En fait, c'est la même chose, sauf que là, ça va être fait maison, tandis que dans ces vinaigrettes, en général, on rajoute toujours des ingrédients qu'on n'a pas envie de forcément utiliser dans la cuisine. Et là, c'est vraiment la vinaigrette typique maison. Qui va présenter du goût, qui est hypocalorique et qui en même temps est très saine parce que tu vas mélanger, au lieu de mélanger des matières grasses, tu vas mélanger un produit laitier. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne supportent pas les produits laitiers, mais ceux qui le supportent, c'est bien quoi. Et on peut le faire avec un yaourt végétal du coup? Alors oui, si tu veux. Sauf que tu sais, pour ces yaourts végétaux, je ferai une vidéo à l'occasion justement. Il faut vraiment être très sélectif. Quand tu regardes les produits végétaux transformés, tu peux avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire, c'est végétal, ça peut être bio, mais les ingrédients, des fois, on se demande ce qui est passé dans la tête du gars qui l'a inventé. Ouais, surtout pour obtenir des fois des textures un peu onctueuses et tout. Il y a des épices, des choses comme ça. Il faut épaississants, carragénate, amidon transformé. Alors qu'en fait, tu es en train de montrer que tu peux le faire maison et on a tous appris avec cette période de 50 jours de confinement que la cuisine, c'était sympa et que c'était meilleur que ce qu'on achète quand c'est tout fait. C'est vrai que c'était l'occasion de passer du temps à le faire. Voilà, donc là j'ai récupéré les jus des 3 agrumes qui sont ici. Ouais. Donc ça fait une bonne quantité. Ça se conserve un peu ça, Dr Cohen? Ah ouais, bien sûr, parce qu'à condition de les conserver au réfrigérateur, tu vois, et mettons, allez, 3-4 jours, mais pas plus. 3-4 jours, d'accord. Mais bon, 3-4 jours, ça te fait largement assez. Là, tu es en train de couper les échalotes? Voilà, je mets mes échalotes. Donc, une échalote coupée finement avec le jus des 3 agrumes, donc pamplemousse, citron et orange. Alors, dans l'ordre, je suppose qu'il y a également de la moutarde, hein, c'est ça? Ouais. Alors, j'y vais, une échalote, hop. Tu vois, ça c'est un truc où moi je me coupe les doigts à chaque fois. C'est vrai. Ça peut glisser les échalotes. Il faut bien les rentrer à l'intérieur les doigts comme ça, hop, et venir mettre la lame. Et est-ce que c'est… Il y a plein d'assaisonnements et je sais que vous en conseillez pas mal. Celle qui plaît le plus, ce serait laquelle? Moi j'aime celle-là et j'aime aussi la sauce tomato, mais je la réserve pour d'autres choses. Mais toutes les vinaigrettes aux agrumes, tu peux les faire, toutes les vinaigrettes avec du yaourt, tu peux les faire avec ce que tu veux. Tu peux rajouter du piment, tu peux mettre ce que tu veux en fait à l'intérieur. Les agrumes, en fait, l'intérêt des agrumes, c'est que pour alléger une vinaigrette, traditionnellement, on rajoute de l'eau. Et ben au lieu de rajouter de l'eau, on va rajouter des agrumes, ce qui va donner quand même un goût vachement meilleur. Ah ouais.
La moutarde, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, ça va? Ouais, très bien. Il y a un intérêt. Ouais. La moutarde à l'ancienne, elle est un peu plus riche que les autres moutardes, mais on s'en fout complètement parce que quand on parle des produits riches comme ça, c'est la quantité qui compte. Ça veut dire que bien sûr, elle est plus riche qu'une moutarde douce ou qu'une moutarde classique, mais en fait, on en met quand même 1 à 2 cuillères à café, c'est rien du tout. Non, ouais, c'est vrai que là, c'est peu. Donc là, j'ai les jus d'agrumes, de la moutarde, et donc je vais ajouter le yaourt, hein, c'est ça? Oui, il y a un des spectateurs qui dit attention au pamplemousse. Effectivement, quand vous prenez des médicaments, des statines ou du fer, faites attention, il faut vraiment les prendre à distance du pamplemousse. On a remarqué que le pamplemousse, il empêchait l'absorption des médicaments, donc très juste réflexion. Wow, ok, d'accord, ça je savais pas du tout. Ouais. Voilà, et effectivement, il y a une vinaigrette donc, qui semble bien légère là. Je vais pas mettre plus de yaourt, ça me va bien comme ça. Donc ça se conserve dans un... Les protéines qu'il y a à l'intérieur du yaourt, voilà, elles vont permettre, si tu veux, une émulsion quand même si c'est pas une émulsion aussi forte qu'avec de la crème d'huile. Ouais, mais c'est vrai que là, en plus, j'ai pris bien sûr un bol trop petit, mais je vais continuer à l'émulsionner avec le yaourt tout à l'heure. Et effectivement, il y a une homogénéisation qui se crée, on le voit. Et du coup, je vais la goûter. Salé poivré. Ah oui, salé poivré, ce serait bien. Donc, on nous dit toujours, si vous pouvez, prenez plutôt le poivre à moudre, en fait. C'est mieux d'extraire directement le poivre comme ça? Écoute, ouais, c'est mieux parce que tu récupères tout, quoi. Tu récupères vraiment le goût du poivre. Quand le poivre, il est en poudre, il est trop en poudre, moi, j'ai l'impression qu'on sent rien. Et là, voilà. Ok, allez, un peu de sel, fleur de sel. Alors, je sais pas si j'ai... En gros, là, je regarde surtout le côté gustatif. Je préfère la fleur de sel que le sel blanc classique, quoi. Tu trouves qu'il y a vraiment une différence? C'est vraiment une question de ma part. Hein. Ça laisse des cristaux et par exemple, autant en pâtisserie, couplé avec du chocolat ou sur un plat, je sale pas mes plats pendant la cuisson. Je mets un peu de fleur de sel dessus à la fin parce que j'aime bien tomber sur un cristaux de sel en fait tout simplement. Et voilà, c'est mon goût après. Ouais, on parle beaucoup en ce moment du sel d'Himalaya. Ouais. Mais moi j'en ai acheté et c'est comme le sel d'Okinawa, j'en ai acheté. Ouais. Je sais pas, le sel d'Okinawa, si, il y avait un goût un peu particulier. Il est rose et il est un peu particulier, mais le sel d'Himalaya, je sais pas, où j'ai pas un palais assez fin, j'ai pas vu vraiment la différence. Mais c'est vrai que tu as les sels d'origine minérale et les autres d'origine marine, hein, c'est ça? C'est ça. Il y a deux types de sel. Soit d'évaporation de l'eau de mer, soit qui sont dans la roche directement, quoi. Mais en fait, je pense que c'est des mers qui datent d'il y a quelques années, non enfin quelques... Ok. La vinaigrette, là, franchement, trop bonne. C'est frais. Alors ça, je le vois bien, voilà, avec une bonne salade bien fraîche, là, c'est... Salade ou carottes râpées, tu vois, ça va bien avec les carottes râpées parce que ça, c'est comme, ça va avec les agrumes aussi, c'est pour ça. Et super simple à faire. Un pamplemousse, un citron, une orange, une échalote, une cuillère à soupe de moutarde, un yaourt 0%, sel, poivre et basta. Ouais. Bon, c'est cool. Et je voulais dire quelque chose. Tu as parlé tout à l'heure de la patate douce. Ce que tu as dit, c'est vraiment génial parce que la patate douce, la dernière fois, on a fait un fond de pâte avec de la patate douce, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on a mis dans le moule à tarte de la patate douce qu'on a laissé caraméliser, on l'a laissé refroidir. Ensuite, on a mis l'appareil au-dessus, on a mis de la feta, des tomates, des œufs, etc. C'était vachement plus léger parce que la patate douce, c'est 100 calories au 100 grammes. Le pain, c'est quand même 250 calories au 100 grammes. Et c'était vachement bon. Ce petit goût sucré, ça a rajouté quelque chose. Ah ouais, c'est pas mal. Et je viens d'apprendre, on m'a dit qu'il y avait de la farine de patate douce qui arrivait maintenant aussi. Oui, oui, elle est dans les supermarchés, elle est déjà arrivée. Ah, j'ai pas encore vu ça. Il faut que je teste à tout prix. Bon, honnêtement, ouais, voilà, c'est déshydraté. En fait, ça va être un peu la même chose que la maïzena, tu vois. La maïzena ou que la fécule de pomme de terre. Ça va être exactement la même chose puisque c'est un produit qui contient des sucres lents. Il va pouvoir s'agglomérer. La particularité de la patate douce, c'est que comme c'est chargé en sucre, en fait, le sucre pendant la cuisson, les sucres lents vont se dégrader légèrement en sucre rapide, donc ça donnera une petite touche sucrée. Putain, tu m'as donné faim là. Non, mais attends, depuis que j'ai goûté la vinaigrette, je pense qu'à ça, moi. Ça y est, je pense à ma salade. Donc oui, et effectivement, avec l'échalote, le citron et tout, sur du poisson, ça peut être très cool aussi, hein, en fait. Ça, c'est top. Super. Donc, je regarde un petit peu les questions qui avaient été posées en amont. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, juste, si on doit
faire pousser des herbes aromatiques là et qu'on n'a pas trop de place, lesquelles seraient à privilégier? Celle qui pousse le plus vite, tu vois. Ça veut dire la menthe qui est vraiment un bon produit pour la digestion aussi. La menthe, le laurier, le basilic, mais il faut faire attention parce qu'il ne pousse pas en grand soleil. Voilà, mais menthe, laurier, ça pousse, mais vraiment comme c'est pas possible. Le romarin, ça me semble difficile, mais ces trois-là, c'est possible. Voilà, et peut-être la ciboulette. Qu'est-ce que j'ai? Je vais te montrer quand même. Je suis très très fier de mes petites plantations. Hein. Je te montre ce que j'ai fait pousser là, dans des, sur la terrasse, là, dans des petits sacs géotextiles. J'ai mis là, ça c'est de la coriandre. Ah ouais, j'adore ça. La coriandre vietnamienne. Je te montrerai un jour une recette de saumon à la sauce rouge à la coriandre, à la sauce tomate à la coriandre avec des citrons. Ouh là là, ça doit être canon. Trop bon. Ouais, c'est trop bon. Et alors la menthe, t'as raison, elle a 3 semaines. Regarde la folie quoi. La folie. Et j'ai acheté ça, c'était des tout petits pots. Et voilà, donc effectivement, là c'est à portée de main, persil frisé et tout, persil plat, persil frisé, coriandre, c'est à portée de main et voilà. Et juste un truc, tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué moi. Moi, j'habite en région parisienne. Ouais. Et en fait, quand on recueille, bon, on n'utilise pas de produits pour mettre dessus, mais quand même, à cause de la pollution, il faut vachement bien les laver. Hein. Les laver, ok. Il faut vraiment bien les laver parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de poussière dessus, tu vois. Oui, de pollen et tout là. Faut vraiment, quand on n'habite pas en campagne, ici, dans les aires polluées des grandes villes, faut mieux les laver, quoi. Ouais, non mais même, je te rassure, enfin, je suis pas sur Paris là, mais il y a beaucoup de pollen de platane et tout, et ça se dépose dessus, donc je les rince. Et il y a un truc qui pousse super bien aussi, c'est le céleri branche. Ah, c'est bon ça. J'ai acheté un petit céleri branche, ça me fait... Et alors j'utilise des feuilles, la branche croquante et tout, et je pense que c'est... Enfin, j'ai souvent entendu dire que c'était bon, le céleri, c'était diurétique et tout, quoi. C'est diurétique, effectivement, c'est diurétique. Ça, c'est bon à conseiller pour les gens qui considèrent avoir des jambes lourdes ou un peu de rétention d'eau. C'est bien à condition de ne pas le saler. Et il y a aussi un autre produit que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si on arrivera à le faire pousser, c'est la ciboule chinoise. Tu sais, c'est un produit qui a vraiment une teinte, elle a une teinte asiatique. Donc c'est excellent. Ouais. Moi, j'aime bien ce goût taille. Je vais essayer de chercher ça, la ciboule chinoise. Très très bien. Parfait. Bon, bah écoute, c'est super. En tout cas, est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la chaîne? Ouais. La chaîne Dr Jean-Michel Cohen sur YouTube et sur Instagram Dr Jean-Michel Cohen. Voilà, et j'essaye de donner l'équivalent de ce que tu fais en cuisine. J'essaye de le faire en nutrition pour essayer de rendre service aux gens. Et en même temps, ça m'amuse beaucoup de le faire et je suis ravi de le faire. C'est bien, c'est super. Merci pour tous les conseils. Les gens de ma chaîne qui vont te voir, c'est sur Hervé Cuisine, mais plein de gens te connaissent et je peux te dire qu'on te suit même dans des pays étrangers. J'ai des potes qui sont en train de regarder à l'heure actuelle, qui sont à Manille, aux Philippines, et qui m'ont dit waouh, tu vas faire une vidéo avec Hervé Cuisine. Je dis, mais vous connaissez, vous. Il dit, mais nous, on est abonnés, nous. C'est énorme, ça. Ça, c'est top. Ben, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. À bientôt. Bon appétit. Merci beaucoup. Salut. Au revoir tout le monde. Merci. Bon les amis, vous venez de voir ce live que j'ai fait avec Hervé Cuisine. Moi, je vous ferai une vidéo spéciale plus technique et moins cuisine sur les herbes, les épices et les sauces. Elle va arriver. En tout cas, bien entendu, comme à l'accoutumée, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous faites vos critiques, vous faites vos commentaires. Et à bientôt les amis.